Salut à vous mes chers ennemis. Alors aujourd'hui, quatrième épisode des questions-réponses Fontesque, où je réponds aux questions que vous m'avez envoyées sur Instagram ou dans les commentaires de mes vidéos. Alors, première question de Enzo Bossu 2282. Quelle est pour toi la valeur du transfert entre Muscle Up Anneau et Muscle Up Bar? Selon moi, il y aura un très bon transfert. Donc sur ce sujet-là, il y a beaucoup de gens qui diront qu'il n'y a pas de transfert entre les muscle-up bar et les muscle-up anneaux, mais ça, encore une fois, c'est des gens qui n'y comprennent rien. En fait, ça, c'est les gens dont j'ai déjà parlé dans une vidéo qui vont confondre transfert optimal ou transfert absolu, total, avec bon transfert, très bon transfert ou transfert correct. Donc, au final, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de transfert à 100% qu'il n'y a pas un très bon transfert. Et du coup, c'est le cas entre le muscle-up anneau et le muscle-up bar. Ça reste le même pattern de mouvement. Donc oui, ce n'est pas exactement la même chose, mais si vous progressez énormément sur l'un, vous progresserez toujours un minimum sur l'autre. En fait, on pourrait voir ça comme faire des dips bulgares, coude très ouvert aux anneaux, et faire des dips sur des barres parallèles close grip. Le transfert ne sera pas total, ne sera pas absolu, ce n'est pas exactement le même angle articulaire, un c'est sur les anneaux, l'autre c'est sur des barres, mais le transfert restera excellent. Donc si vous rajoutez 50 kg sur vos dips bulgares aux anneaux, vous aurez gagné en force aux dips sur barres parallèles. Si vous rajoutez 60 kg sur vos dips de barres parallèles, vous aurez gagné en force sur vos dips aux anneaux. Muscle up bar et muscle up anneau, c'est la même chose. Certes, la technique, la trajectoire, le mouvement sera un petit peu différent entre les deux variantes. Donc sur les muscle up anneaux, on aura tendance à se tirer beaucoup plus proche, vu que justement on peut passer entre les anneaux comme ceci, alors que sur les muscle up bar, on aura tendance à faire un peu plus une trajectoire de pull-over, un peu plus circulaire autour de la barre, surtout si on parle de muscle up dynamique, explosif à la barre versus des muscle up aux anneaux un peu plus slow ou contrôlés, mais ça restera quand même quelque chose de très similaire entre tout ça. Donc il y aura beaucoup de triceps, beaucoup de taf au niveau des petites structures du coude. Évidemment, la partie traction et la partie dips, bon là, le transfert sera également énorme entre les deux variations. Et du coup, dans les cas où vous verrez quelqu'un qui sera très fort, par exemple en muscle up bar, qui n'arrivera pas à faire de muscle up aux anneaux, ce ne sera pas un problème de force, ce ne sera pas un problème de transfert de force, ce sera un problème de technique, d'optimisation technique, de ne pas comprendre comment faire le mouvement, etc., etc. Car comme on a vu, entre les deux variantes, la trajectoire, le groove, la technique sera un peu différente. Mais généralement, ce mec-là qui est très fort en muscle up bar, qui n'arrive pas à faire de muscle up anneau, une fois qu'il aura compris tout ça, une fois qu'il aura fait une petite période d'adaptation technique, et il aura tendance à très vite exploser en muscle up anneau et ça aura très vite tendance à rattraper un petit peu ses perfs à la barre. Donc évidemment, la spécificité est toujours reine. Donc en fait, si vous voulez être fort au muscle up aux anneaux, il vaudra mieux faire des muscle up aux anneaux que des muscle up à la barre. Et oui, le niveau de difficulté ne sera pas exactement le même entre les deux mouvements. Certains seront plus à l'aise sur une variation ou sur une autre, mais par contre, il y aura un bon transfert. Et donc, dans une périodisation concurrente, par exemple, ça peut tout à fait se cycler. Donc faire un cycle muscle up bar large, par exemple, et un cycle muscle up anneau contrôlé. C'est vraiment des exos qui se complémentent bien, quoi. Alors, ensuite, 6 questions de Chash3132. Est-ce que faire 4 exos polyarticulaires dans une séance, c'est trop? Souvent, quand je perf sur l'un d'entre eux, je sous-perf légèrement sur les autres. Ça dépend de plusieurs choses. Déjà, ta capacité de travail, est-ce que tu es capable d'encaisser ça ou pas? Ça dépend du temps que tu as, ça dépend des objectifs que tu as. Si par exemple tu es limité en temps et que tu as aussi des objectifs qui vont nécessiter de faire certains exos d'isolation, peut-être que faire 4 exos polyarticulaires, ce sera trop. Et à l'inverse, si tu as le temps et que c'est cohérent avec tes objectifs, peut-être que ce sera suffisant. Et peut-être même qu'il faudra en mettre plus. Donc je parle de ça plus en détail dans ma vidéo combien d'exos par séance, si jamais tu l'as pas vu et que tu veux un petit peu plus de détails sur ça. Alors ensuite pour la sous-perf, déjà il y a un point très important, c'est de savoir si tu sous-perf à ordre d'exos équivalent ou pas. Donc imaginons que par exemple actuellement tu sous-perf sur tes tractions, on va dire que c'est ton 3e exo de ta séance, et tu vas considérer que tu sous-perf par rapport à ton niveau frais. Donc en fait quand tu mets tes tractions en début de séance, en premier exercice. Donc là, si c'est le cas, donc en fait, si par exemple, quand tu fais tes tractions en tout début de ta séance, tu fais 50 kg x 1, et quand les mettant en 3e exercice, tu fais 40 kg x 1, là, c'est pas un problème, c'est tout à fait normal. Au plus tu vas avoir d'exos avant un exercice, au plus la fatigue va s'accumuler, au plus ton nerveux va fatiguer, etc., etc. Et donc, si tu es juste moins fort que tes meilleurs perfs de quand tu étais frais, mais que tu progresses quand même de séance en séance en gardant le même ordre d'exercice,
du coup tout va bien. Car en fait, progresser fatigué, c'est également progresser frais. Donc là, tu vois, si ton max aux tractions en début de séance c'est 50 kg x 1 et que là, en le mettant après quelques exercices, tu fais 40 kg x 1, mais que à terme, tu montes à 46 kg x 1, le jour où tu remettras tes tractions en premier exercice, tu seras plus à 50 kg. Tu auras pris plusieurs kilos, donc peut-être que tu seras à 55 ou 56 kg. Donc les perfs fatigués et les perfs frais sont toujours liés. Et c'est également pour ça que l'ordre des exercices, c'est important. Donc en fait, il faut éviter de changer tout le temps l'ordre des exos, sinon ça foire le tracking et sinon ça va faire des perfs incohérentes. Par contre, si en ayant toujours le même ordre d'exercice, là tu n'arrives pas à PR, si tu n'arrives pas à progresser de séance en séance ou de semaine en semaine, là il y a un problème en effet. Et donc là, il faut revoir quelque chose. Donc sans doute peut-être ta périodisation ou comment tu approches certains exercices, quel rep range tu vas chercher, etc., etc. Mais en tout cas, si en gardant toujours le même ordre d'exo, tu vois que tu stagnes ou que tu régresses, là il y a forcément un problème. Et il y a forcément une solution. Et du coup, il faut juste trouver sur quels paramètres tu peux jouer pour relancer ta progression, tout simplement. Alors, deuxième question, tu travailles sur combien d'objectifs en même temps? À l'année, vraiment beaucoup. Vu que j'ai des objectifs en exo de powerlifter, en exo de musculation traditionnelle, sur des exercices non conventionnels également, par exemple Zercher deadlift, behind the back deadlift, Jefferson deadlift. Après, je vais avoir des objectifs en street workout, donc sur les figures, en front, en planche, en Victorian, en touch, en maltaise, en pélican, etc. etc. Après, il y aura des objectifs en street workout jambes, matrix squat, nordic curl, pistol squat, dragon pistol squat, sur des exos d'équilibre aussi, que ce soit des équilibres haut du corps, des équilibres bas du corps, sur des exos de conditionnement, sur certains records que je vais viser également, en street lifting également, traction lestée où j'ai beaucoup d'objectifs, dips lestés, etc. etc. Strict curl aussi où j'aimerais bien faire des records. Donc sur le nombre d'objectifs, on dépasse largement les 50. Par contre, je ne vais pas taffer tous les objectifs à la fois, forcément, c'est impossible. Et ça, c'est une des grandes forces de la périodisation concurrente mélangée à ma méthode, c'est qu'on peut taffer énormément d'objectifs à l'année ou même sur plusieurs années sans avoir à tous les taffer en même temps. Donc en fait, parfois, il y a même certains de mes objectifs que je ne vais pas taffer de l'année et je vais quand même progresser dessus. Donc notamment avec le transfert, une bonne sélection d'exos, etc., etc. Mais ouais, je dirais facilement plus de 50 objectifs, très largement. Et du coup, pour le nombre d'objectifs par cycle, ça c'est un peu compliqué à dire parce qu'en fait, même si imaginons j'ai 8 exos pour mes séances haut du corps et 8 exos pour mes séances bas du corps, ça ne veut pas dire que je ne vais pas travailler plein d'autres objectifs de manière indirecte ou justement en travaillant des points faibles, des facteurs limitants ou avec l'effet de transfert. Donc par exemple, si sur un cycle je fais du curl assis partiel ou du pélican curl, je ne vais pas que taffer cet exo-là. Donc ce sera aussi pour travailler mon strict curl, ce sera aussi pour travailler mon pélican, ce sera aussi pour travailler ma traction un bras et mes tractions, ce sera aussi pour travailler mon curl incliné, etc. etc. Donc généralement, je taffe plus ou moins sur une grosse partie de mes objectifs à chaque cycle de manière indirecte. Alors, ensuite, troisième question, tes conseils sur l'alimentation avant le sport et si tu as un avis sur les high carb, low fat, low carb diet, comment tu conçois la nutrition en général. Alors, pour l'alimentation avant le sport, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc que je foutrai ici ou ici. Et ensuite, mon avis sur tout ce qui va être low fat, high fat, keto, on va dire un petit peu toutes les diètes exotiques. Selon moi, il y a plein de diètes qui peuvent marcher. Après, est-ce qu'elles sont toutes aussi optimales les unes que les autres? Non, sans doute pas. Mais vu que tout le monde aura tendance à défendre un petit peu son équipe, c'est parfois difficile un petit peu de faire le tri. Et malheureusement, les gens ont souvent tendance à tomber un petit peu dans la religion, côté nutrition. Donc considérer que la manière dont ils s'alimentent est parfaite, n'a aucun défaut, et que toutes les autres vont vous faire mourir dans d'atroces souffrances, avoir plein de cancers, des maladies cardiovasculaires, mourir à 30 ans et pas avoir de perf ni de physique. Donc ça, c'est des visions un peu extrêmes auxquelles j'adhère pas, parce qu'au final, on voit des gens en bonne santé, avec des bons physiques et des bonnes perfs en étant naturel, que ce soit chez les gens qui mangent normalement, on va dire, que ce soit chez les véganes ou chez les paléos, etc. etc. Surtout maintenant avec les compléments alimentaires qui peuvent permettre de compenser certaines carences, par exemple en vitamine B12. Donc moi, j'aurais tendance à dire mangez comme vous voulez manger. Pensez pas qu'il n'y a qu'un seul truc qui marche ou qui vous permettra d'atteindre vos objectifs. Et moi, comment je mange, quelle est mon approche de la nutrition? Généralement, je ne vais pas bannir de catégorie d'aliments.
Donc je ne vais pas m'interdire de manger des glucides, je ne vais pas m'interdire de manger des produits laitiers, je ne vais pas m'interdire de manger de la viande. Moi, ce que je vais essayer de faire, ça va surtout être de manger au maximum des produits bruts, éviter les aliments très transformés, essayer de manger des aliments de qualité, nutritifs, et donc j'aurai tendance à cuisiner pas mal d'aliments bruts et avoir une alimentation assez diversifiée. Donc pleine de fruits et de légumes différents, pleine de viandes différentes, des abats, des œufs, pleine de poissons ou produits de la mer, crustacés, etc. Parfois il y aura des repas qui seront végétariens ou véganes, donc avec des légumineuses, des céréales, etc. etc. J'essaie juste d'avoir une diète équilibrée, variée et globalement saine, sans tomber dans la psychose et sans tomber dans la religion. Donc si jamais j'ai envie de manger des conneries, ou si jamais j'ai envie de manger transformé, ou manger de la glace, ou manger une pizza bien sale, eh ben je le fais, tout simplement. Parce que je considère que si 95% du reste de ma diète est très clean à l'année, je ne vais pas mourir foudroyé sur place parce que j'ai fait un petit écart. Et dans les faits, quand on regarde l'immense majorité de la population qui vont manger 10 fois plus mal que n'importe quel go muscu moyen, les gens ne meurent pas non plus à 40 ans, on n'a pas 95% de cancer, et donc normalement, si vous mangez à 50 ou 70% ou 90% clean, je pense que vous êtes déjà dans les 1% de l'humanité qui mange le mieux, et je pense que ça devrait aller pour vous permettre d'atteindre tous vos objectifs, que ce soit côté performance, physique, santé, etc. etc. Après, comme d'habitude, c'est vous qui décidez à quel point vous voulez optimiser votre diète ou pas. Et c'est également vous qui décidez si vous voulez bannir des catégories d'aliments ou pas. Donc que ce soit par optimisation, parce que vous pensez que ça améliorera votre santé, ou par éthique, donc par exemple pour la cause animale, ça c'est votre choix. Par contre, est-ce que je pense que ça fera une différence drastique sur la performance et sur la santé comparé à quelqu'un qui va manger comme moi? Selon moi, ce sera très négligeable. Alors, question suivante, comment augmenter ses perfs, reps en l'occurrence, sur des mouvements techniques comme les handstand push-up? Ça dépend principalement des facteurs limitants. Quel est le facteur limitant numéro 1 qui va te limiter sur tes handstand push-up? Donc par exemple, ça pourrait être la force, mais ça pourrait aussi être la technique, l'optimisation technique sur tes séries, on va dire, ou un mauvais positionnement, ou ça pourrait être l'équilibre. Donc typiquement sur l'instant push-up, c'est pas rare du tout que ce soit l'équilibre qui lâche avant la force. Et donc selon le facteur limitant qui va t'empêcher d'augmenter les reps, il faudra une approche différente. Par exemple, si ton facteur limitant c'est la force, si tu as un très bon équilibre mais que tu manques de force, le mieux, selon moi, ce sera d'aller faire par exemple des handstand push-up au mur, des pike push-up lestés, pourquoi pas même du développé militaire. En gros, faire des variantes qui te permettront de pousser la force plus loin qu'en freestanding et qui te permettront d'enlever le facteur équilibre pour vraiment te concentrer sur la force des épaules. Si le problème, par exemple, c'est l'équilibre, là, à l'inverse, on va pas forcément chercher à aller faire des pike push-up lestés. Là, il faudrait plutôt chercher à taffer ton équilibre. Par exemple, moi, un truc que j'aime bien faire, ça va être des variations justement beaucoup plus compliquées côté équilibre pour que justement, quand je repasse sur le mouvement de base, ça me semble beaucoup plus simple, un peu une espèce de surcompensation. Donc par exemple, je sais que j'avais fait ça avec succès sur mes pistoles, donc en fait faire des pistoles tout simplement sur un balance board très instable, et après quand je repasse sur des pistoles squat au sol, ça me paraît très facile. Mais après pour l'instant push-up, ça pourrait tout simplement faire des drills d'équilibre en handstand. Si vous n'êtes pas à l'aise sur la position basse ou si vous perdez la tension, ça pourrait être faire du shoulder stand, du hold de handstand push-up en bas ou à la parallèle, etc. etc. Et après, dans les méthodes plus avancées que ça, il y aurait aussi le taf en partiel de certains angles articulaires qui posent un peu plus souci que d'autres. Donc par exemple, faire du partiel bas, ou du partiel milieu, ou du partiel haut, etc. etc. Donc en fait, quand vous stagnez sur un mouvement, il faut toujours se demander pourquoi vous stagnez, qu'est-ce qui vous fait stagner, et comment vous pouvez taffer ce facteur limitant de manière pertinente pour vous débloquer au plus vite et pour pas brasser du vent pendant des semaines ou des mois. Alors ensuite, comment relancer la progression sur des mouvements basiques en force, traction, dips, etc. Alors là, la réponse sera très très vaste, et donc forcément je ne pourrais pas tout traiter là parce qu'il faudrait faire une vidéo de 3h30. Ça va dépendre de plein de trucs, et ce sera très variable selon les cas, selon le niveau de la personne, selon sa périodisation, selon comment elle taffe les exos, selon ses facteurs limitants, etc., etc. Mais si tu veux quelques pistes, on peut jouer sur plusieurs choses pour relancer une progression.
Donc par exemple, faire une rotation des rep range. C'était quelqu'un qui va toujours taffer sur les mêmes rep range. Donc par exemple, si tu fais toujours du 1, 3, 5 ou du 8 à 12 reps, ou même que tu restes toujours, on va dire, entre par exemple 5 et 12 reps, ou 1 et 10 reps, ou 1 et 15 reps, ça va tout simplement être aller chercher des PR sur des rep range que tu n'as pas fait depuis longtemps ou que tu n'as jamais fait. Donc pourquoi pas essayer, si tu stagnes entre 0 et 12 reps, d'aller chercher des perfs un petit peu plus hautes. Donc essayer d'aller chercher du 15 RM, du 20 RM, du 25 RM, etc. pour à terme débloquer ton 15 RM, qui va débloquer ton 12 RM, qui va débloquer ton 10 RM, etc. etc. Donc ça déjà, ça peut être une piste. C'est pour ça qu'en perdition concurrente, on a tendance à beaucoup jongler avec les rep range. Ensuite, un autre truc qu'on utilisera très souvent en perdition concurrente pour relancer une progression, ça va être la rotation des variantes ou la rotation d'exercice. Donc par exemple, si tu vois que tu n'arrives plus à progresser sur tes tractions, pronations larges, peut-être que ça te débloquera de passer sur une variante proche, mais suffisamment différente pour casser l'accommodation. Donc par exemple des tractions supination, close grip. Ou par exemple passer, si tu stagnes au développé couché large, passer sur du développé couché serré, ou de la Larsen press, ou de la pin press, ou des dips. Donc pareil, ça c'est quelque chose qui peut vraiment débloquer une progression. Évidemment, il faut que les variantes soient bien choisies et qu'elles soient adaptées à vos facteurs limitants, à vos faiblesses, etc. etc. Donc ça, si vous n'êtes pas à l'aise avec tout ça, je vous conseille d'aller voir mes vidéos sur le transfert de force entre les exos. Ensuite, pour relancer une progression, on peut aussi jouer sur le type de répétition. Donc par exemple, si ça fait longtemps qu'on fait du touch and go, passer sur du posé, ou passer sur du dead, ou sur du double posé. Donc par exemple, si aux tractions, vous voyez que vous avez beaucoup de mal sur l'amorce, peut-être que passer sur des tractions dead stop, ça peut vous permettre de casser un peu l'accommodation, taffer sur vos faiblesses. Et du coup, quand vous repasserez sur des tractions touch and go, où vous utiliserez un peu plus l'énergie élastique et le rebond, peut-être que ça vous semblera un peu plus facile, ça vous permettra de vous débloquer. Ensuite, on peut aussi jouer sur les exos d'assistance et sur l'isolation. Donc par exemple, si vous n'en faites pas, si vous êtes un minimaliste et que vous faites que des dips et que des tractions, peut-être que rajouter de l'isolation des biceps ou de l'isolation des triceps ou des épaules, etc., ça peut vous permettre d'avoir des gains rapides sur ces exos, de taffer certains points faibles du mouvement et donc de vous débloquer. Donc comme j'ai dit précédemment, un autre truc qui va vous permettre de vous débloquer très souvent, ça va être d'identifier vos facteurs limitants. Et une fois que vous les avez identifiés, trouver des manières de les taffer efficacement. Généralement, ça sera la meilleure méthode pour débloquer un mouvement où vous stagnez. Si vous améliorez ce qui bloque sur le mouvement, forcément, vous améliorez le mouvement. Et enfin, on pourrait aussi parler, si vous êtes quelqu'un d'un peu plus avancé et que toutes ces méthodes-là ne sont pas suffisantes, de tout ce qui sera travail d'angle articulaire spécifique, travail de répétition en partiel, travail en triché, un petit peu tout ce qui est les méthodes non conventionnelles. Mais ça, honnêtement, ce ne sera pas nécessaire pour 99% des gens qui regardent cette vidéo selon moi, parce que vous pouvez déjà progresser jusqu'à un très bon niveau juste en jouant sur les paramètres basiques. Donc ce qu'on a dit plus haut, les rep range, la rotation d'exercice, le type de répétition, etc., etc. Donc voilà, là il y a déjà quelques pistes pour améliorer un mouvement qui stagne. Évidemment, il n'y a pas que ça, mais selon moi, dans la majorité des cas, la plupart des gens qui stagnent sur un mouvement peuvent se débloquer juste en jouant sur tout ça. Et enfin, dernière question, qui n'est pas une question du coup. Merci pour tout ce que tu fais, meilleur youtubeur Force Street de France pour les perfs. Merci mon ami. Mais du coup, maintenant, je vais être obligé d'également devenir le meilleur youtubeur du monde pour le street, la fonte et les perfs, mais aussi pour la nutrition, pour la récupération, pour la gestion des blessures, pour le lifestyle, pour la mode et pour la séduction. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à continuer de faire la propagande de la chaîne pour m'aider à avancer dans mes objectifs de domination du YouTube game. Et enfin, dernière question de ce question-réponse de Mayol. Comment cyclerais-tu et entraînerais-tu les doigts pour 2 doigts planche, pouce planche, etc. As-tu des exercices qui te sembleraient plus efficients que d'autres? Alors ça c'est une question un petit peu compliquée. Là avec les exercices sur les doigts, on rentre un petit peu dans le domaine du conditionnement osseux, parce que c'est pas compliqué de se faire une fracture des doigts si on met trop de poids dessus. En soi, sur ce genre d'exo, le problème généralement c'est pas de savoir comment progresser, le problème c'est plus comment ne pas se blesser et comment pouvoir se conditionner pour pouvoir en faire de manière durable. Alors pour moi, la priorité sur ce genre de mouvement, ce serait d'y aller mollo, surtout au début. Donc pas faire que des one rep max ou des try en mode ouga ouga comme font énormément de streeteux. Surtout pas avec une grosse fréquence sur la semaine. Pour certaines personnes, faire ça, ça va marcher.
Tout comme pour certains streeteux, faire de la planche 7 jours sur 7, ça va marcher pour débloquer la foule. Mais pour une personne chez qui ça va marcher, il y en a 10 autres qui vont se blesser. Puis aussi, parfois, il y a des gens chez qui ça va marcher, mais dans 10 ans, ils vont se retrouver complètement arthrosés parce qu'ils font n'importe quoi depuis des années, et ils seront en pleurs pour ouvrir un bocal de cornichons. Et moi, perso, s'il y a bien un endroit où j'ai pas envie d'avoir des douleurs et des blessures à vie, c'est bien au niveau des mains. Du coup, je commencerai sans doute, comme pour le reste du conditionnement osseux, avec une fréquence d'entraînement assez basse et avec une intensité modérée ou légère en s'écoutant bien. Puis, au fil des mois, je commencerai à augmenter petit à petit l'intensité. Il faut savoir que le conditionnement osseux est beaucoup plus lent que la prise de force musculaire. Donc je sais qu'il y a énormément de streeteux qui veulent tout avoir rapidement, comme s'ils allaient mourir dans un an. Mais selon moi, ce genre de truc, c'est typiquement le genre d'exo où il ne faut pas trop essayer de rusher et où il faut prendre un minimum son temps pour faire les choses correctement. Côté sélection d'exo pour travailler ça, là selon moi sera assez simple. Comme d'habitude, la spécificité est reine. Donc tout ce qui sera planche sur les doigts, par exemple assisté à l'élastique, ou alors planche ligne sur les doigts, pompe sur les doigts, etc., etc. Tout ça sera très spécifique et très efficace pour se conditionner, pour gagner en résistance et en force pour plancher sur les doigts, tout simplement. Là, selon moi, il n'y a pas besoin de chercher des variations trop exotiques. Et comment cycler ça? Là, pareil, il y a pas mal de choix possibles. Par exemple, il serait possible de faire un cycle où on va faire des exos très spécifiques, donc planche sur les doigts ou planche ligne sur les doigts, etc., etc. Et un autre cycle où on pourrait faire du travail des doigts, mais dans un angle articulaire un peu différent pour éviter trop d'usure, trop de surutilisation, des blessures, etc., etc. Et pour casser un petit peu l'accommodation, donc par exemple faire du travail de préhension, faire du travail de grippe, de grippeur, de fermeture de la main, etc. Et aussi ne pas oublier de travailler les extenseurs des doigts, donc pour travailler les antagonistes. Moi personnellement, à l'époque où je travaillais énormément les doigts, énormément le grip, je sais que travailler les extenseurs, ça me faisait pas mal de bien. Ça permettait de soulager les petites gênes, les douleurs. Et à l'inverse, quand j'arrêtais d'en faire, rapidement, je sentais que j'avais beaucoup plus de petites douleurs aux doigts et aux poignets. Donc pareil, ne pas négliger ces petits exos santé. Après, il y aurait une autre manière de cycler, qui pourrait être de cycler les doigts, tout simplement. Donc en fait, faire par exemple un cycle pouce et un cycle travailler des autres doigts. Ou alors un cycle où vous travaillez ces deux doigts, un autre cycle où vous travaillez le reste de la main ou ces deux doigts, etc. Donc là, vu que c'est des doigts différents, vous pouvez vraiment travailler sur l'un pendant un cycle et travailler sur les autres pendant l'autre cycle. Et enfin, il y aura une dernière possibilité, ce serait tout simplement de taffer les doigts qu'un cycle sur deux. Donc en fait, faire toutes ces variations de planche sur les doigts et compagnie pendant un cycle, et pendant le second cycle, de laisser les doigts complètement au repos, histoire qu'ils puissent bien récupérer, que les structures puissent bien se régénérer, et au moins ça vous permettra de diminuer un petit peu les risques. Donc voilà, les doigts, il y a plein de manières de les entraîner. Selon moi, il faut juste être prudent parce qu'au début, c'est vraiment des zones extrêmement fragiles qui peuvent très vite se blesser, très vite casser. Surtout sur des exercices comme la planche où il y a un petit composant équilibre de base mais qui va être exacerbé quand justement vous êtes sur les doigts. Vu que là, si vous êtes sur deux doigts, vous aurez beaucoup moins d'équilibre que quand vous êtes sur toute la main ou sur les barres parallèles. Et donc, qui dit instabilité, dit encore plus de risque de se blesser ou de mettre plus de poids sur un des deux doigts, etc., etc. Ou de foirer sa technique, foirer son groove. Bref, il y a plus de risques que ça tourne mal que sur une planche où vous êtes très stable. Donc, évidemment, au début, évitez les intensités élevées. Évitez de faire des trails, du travail de force dessus. Évitez de faire des combos. Évitez de faire des trucs que vous ne maîtrisez pas. Évitez de faire de l'explosivité à tout prix. Et commencer doucement pour vraiment se conditionner en douceur. Et au fur et à mesure, au fil des mois, vous serez de plus en plus conditionné et vous pourrez pousser vos doigts de plus en plus loin, augmenter l'intensité jusqu'à réussir à tenir la figure que vous vouliez tenir à la base. Donc voilà, bien s'écouter, faire attention, respecter la progressivité. Mais sinon, côté paramètres, côté règles d'entraînement, c'est la même chose que pour tous les autres exos. Donc voilà, c'est tout pour ce Q&A. Si jamais vous avez des questions pour les prochains épisodes, si jamais vous voulez que j'y réponde en vidéo, mettez-les sous cette vidéo dans la section commentaires pour que je puisse les retrouver facilement. Si jamais vous avez d'autres questions, d'autres demandes, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Insta. Et pour les autres, je vous dis à plus.